CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. – 17h04 avec nous en ligne, Maître Benjamin Bruno, avocat spécialiste en immigration, administrateur à l'Association des Québécois, des avocats québécois et québécoises en immigration. Bon après-midi, Maître Bruno. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci vous. Oui, ça va. Je vois que les choses ne se sont pas améliorées en immigration. Du côté du gouvernement fédéral, ça prend énormément de temps, de délai à Immigration Canada pour permettre à quelqu'un dont le dossier a débuté, qui a reçu un verdict, un premier verdict, mais qui doit attendre pour finaliser ses papiers. Ça prend une éternité. Mais qu'est-ce qui se passe à Immigration Canada? Il se passe plusieurs choses. Là, il y a eu des articles récemment suite au rapport de la vérificatrice générale du Canada sur les problèmes de délai à l'agence d'immigration. Il y a un problème à peu près dans chacun des programmes que gère Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Dans le cas des réfugiés, l'enjeu, c'est qu'une fois que les personnes ont déposé une demande d'asile, s'ils ont été approuvés par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un tribunal indépendant, une fois qu'ils ont une décision positive, qu'ils ont le statut de réfugié, qu'ils doivent pouvoir rester s'établir au Canada, ensuite ils doivent déposer une demande de résidence permanente, qui est un processus fondamentalement administratif, puisque la décision de leur droit de s'établir, elle a déjà été rendue. Puis ce processus administratif-là s'étale maintenant sur des années. Puis pour les personnes qui doivent faire venir leur famille qui est restée à l'étranger, c'est vraiment dramatique parce qu'ils doivent attendre que le processus soit terminé pour eux avant de pouvoir commencer le processus pour faire venir leur famille. Donc, ils restent séparés pendant des années, 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est vraiment un traitement cruel, complètement déraisonnable de la part d'Immigration Canada. Et ça, pour les réfugiés, on le savait déjà, mais pour la réunification familiale, c'est extrêmement pénible également. On voit des gens qui sont déjà au Canada et qui, pour une technicalité, risquent de devoir retourner dans leur pays. Ça n'a pas de bon sens. Absolument. Puis c'est particulièrement vrai au Québec où on a une situation un peu absurde le fédéral et le provincial. On a un accord Canada-Québec sur l'immigration qui permet à Québec de sélectionner les immigrants économiques, mais cet accord, il dit aussi que le Québec a l'obligation de prendre un nombre d'immigrants proportionnel à son poids démographique dans le Canada. Puis ça fait des années et au moins une décennie que Québec, chaque année, demande au fédéral d'en prendre bien moins que son poids démographique. Le résultat de ça, là, actuellement, Québec demande au fédéral de ne prendre qu'à peu près la moitié du nombre total de ce qu'il devrait prendre en vertu de l'accord.
Puis, en particulier, Québec espère que les nombres de regroupements familiales, de demandes d'asile et de situations humanitaires soient extrêmement réduites. Alors, c'est des catégories où, de toute façon, ni le fédéral ni le Québec n'ont le contrôle sur le nombre de personnes qui se qualifient, puisqu'il s'agit de droits humains fondamentaux, là, le droit de vivre avec sa famille, le droit d'être en sécurité, le droit d'être exempt de situations cruelles. Alors, dans ces catégories-là en particulier, on a un problème majeur parce que Québec fixe des cibles très, très basses. Et de son côté, le fédéral ne prend ces cibles comme des quotas maximaux et s'arrête de traiter les demandes une fois que les cibles sont atteintes, alors qu'il n'y a rien qui leur interdit de continuer à traiter les demandes une fois que la cible de Québec est atteinte. Puis, une fois que cette cible annuelle est atteinte, ils attendent au 1er janvier pour continuer le traitement des demandes du Québec. Puis ça, année après année, comme les cibles sont très faibles, ça crée un arriéré de demandes qui augmente. Puis là, il y avait eu des articles dans les dernières semaines dans Le Devoir qui expliquaient que si on maintenait les cibles à leur niveau actuel, étant donné l'arriéré déjà existant, ça pouvait prendre 25 ans avant de traiter une demande dans la catégorie humanitaire au Québec. Imaginez, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Imaginez, moi, dans mes jeunes âges, j'ai fait de l'immigration, moi aussi, n'est-ce pas? Et puis, on n'a jamais vu ça. Une question de renouvellement du permis de travail, c'est dans mon jeune temps d'avocat, je ne faisais pas ça. Le client y allait à Immigration Canada et ça se réglait le temps de le dire. Mais ça... Ah oui, mais ça c'est un autre problème qui a été que il y a une quinzaine d'années, Immigration Canada a fermé ses guichets de service à la clientèle en personne. Donc, on ne peut plus parler à un être humain quand son dossier a un souci. Puis, ensuite, une fois qu'ils ont fermé les guichets d'accès en personne, ils ont redirigé les lignes téléphoniques qui maintenant sont saturées où c'est impossible de joindre qui que ce soit. Là, ils ont redirigé vers les formulaires web où on doit laisser un message écrit, mais parfois on peut attendre des mois juste avant d'avoir un message de réception de ce message écrit, et c'est souvent pour dire qu'il est... Enfin, souvent. Ça arrive fréquemment que la réponse à ce message écrit, c'est pour dire que le message n'est pas conforme et qu'il doit être renvoyé. Donc, on repart dans la boucle d'attente pour plusieurs semaines ou mois. Et en fait, c'est devenu une forteresse imprenable où il est très, très difficile de parler à un être humain. Et avec des délais aussi longs, ça laisse les gens dans l'anxiété de leur situation. Ça veut dire que quelqu'un qui a un emploi avec un permis renouvelable, n'est-ce pas, peut être obligé d'abandonner parce que si l'employeur lui demande le permis renouvelé et qu'il ne l'a pas, c'est illégal d'engager de continuer. Puis, ce qui se passe souvent, on le voit, c'est les employeurs ont peur de ne pas être en conformité, veulent être certains d'embaucher des gens qui ont un statut légal, donc ils souhaitent avoir une preuve documentaire que tout est en règle. Puis, même si les gens qui sont en processus de renouvellement, qui ont envoyé une demande avant l'expiration de leur permis précédent, ont le droit de continuer à travailler, comme c'est une situation un peu intermédiaire où on est dans l'attente du renouvellement, le droit est inscrit dans la loi, mais il y a des employeurs qui sont pas nécessairement au courant ou bien qui n'ont pas le temps, parce que comprendre toutes ces subtilités de la loi, ça prend beaucoup de temps aux employeurs. Donc, ça ne répond pas aux besoins du marché du travail de fonctionner sur un système où on dit aux gens « Ah, vous pouvez continuer à travailler, mais il n'y a pas de document net et clair qui en atteste. » Et effectivement, il y a des gens qui se retrouvent obligés de quitter leur emploi parce que l'employeur leur dit « Moi, tant que je vois pas ton permis... physiquement, je ne prends pas la chance de continuer à t'embaucher. »
Donc oui, malheureusement, ça arrive très souvent. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement s'en moque éperdument. Imaginez, c'était une honte nationale lorsqu'on qu'on avait des difficultés avec les passeports, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ils ont pris toutes les dispositions pour arranger les choses parce que ça... Oui, c'était une crise nationale qu'on ne puisse pas partir en vacances. Ouais. Et ça dans concerne... mais par contre, les étrangers qui ne peuvent pas à retourner voir leur famille, qui n'ont peut-être pas vu depuis plusieurs années. Ça, c'est moins important et puis on s'en fiche. Mais c'est un peu, moi, je trouve ça un peu dommage que le gouvernement le traite pas avec autant de sérieux, parce que c'est des gens qui sont pour la plupart appelés à devenir résidents permanents et citoyens canadiens, qui vont, même s'ils ne votent pas pendant qu'ils ont le statut de travailleurs temporaires, c'est des gens qui sont potentiellement appelés à voter ou qui ont des proches qui, eux, votent et qui sont citoyens canadiens. Donc, je trouve cette attitude un peu surprenante et triste. Et c'est peut-être le seul constat qu'on puisse faire. Si le fédéral et le provincial s'entendent sur un point en immigration, c'est leur attitude, je dirais, cavalière par rapport aux immigrants, n'est-ce pas? On s'en fiche et puis on n'est pas plus pressé à résoudre un problème pour quelqu'un qui a un entente de statut. On ne voit pas qu'il y a des humains derrière des formulaires, etc. Il faut passer par tous ces formulaires, etc., allonger le temps d'attente pour permettre à quelqu'un d'avoir un statut régulier au Canada. Mais à l'international, j'imagine que ça ne fait pas honneur à notre pays. Non, mais je vous dirais, c'est pas tout à fait le seul constat à faire, parce que bon, le pouvoir exécutif, c'est que l'une des branches du gouvernement, puis il y a quand même le judiciaire qui peut faire des corrections quand les délais deviennent déraisonnables. Les gens ont le droit de faire une demande en cours judiciaire pour qu'un juge force l'administration à sortir le dossier. Malheureusement, c'est des procédures qui nécessitent des services d'avocats, puis malheureusement, c'est pas toujours accessible à tous en raison des frais que ça génère. Et moi, ce qui me rend le plus triste là-dedans, c'est que on crée un système qui est profondément injuste, où les gens qui essayent de s'en sortir à faire leur démarche par eux-mêmes sont confrontés à des forteresses et à des délais inatteignables, alors que on voit quelques cas, les gens sont tellement désespérés de voir leur dossier avancer. Avant, ils contactaient beaucoup les bureaux de députés, je sais qu'ils continuent de le faire, mais l'Immigration Canada a récemment coupé aussi la ligne d'accès direct des bureaux pour les députés. Donc ça, c'était un autre point de contact qui a été retiré, qui permettait quand même à bien des gens de s'informer, au moins d'être rassurés que leur dossier n'avait pas été perdu. Alors, il y avait les bureaux de députés qui étaient un point de contact possible. Après, maintenant, c'est comme s'il restait soit que les médias, on voit quelques cas être médiatisés puis attirer l'attention, et on apprend ensuite dans un article quelques jours après que le cas s'est résolu suite à la médiatisation. Mais pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir leur cas médiatisé, souvent, il ne reste que les tribunaux. C'est dommage. Mais ça coûte cher. Et ça coûte très cher, et ça, c'est pas équitable. Donc, je peux vous dire que, à l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, on fait beaucoup de représentations pour essayer d'améliorer le système. Nous, on ne souhaite pas que les gens doivent se rendre jusqu'au tribunal pour faire valoir leurs droits. On préférerait se concentrer dans notre pratique sur les conseiller, les orienter, les guider à faire les démarches convenablement. Puis on est les premiers à s'en désoler quand on est forcé de prendre là. Maître Benjamin Bruno, avocat spécialiste en immigration, administrateur à l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, maître. Merci, c'était mon plaisir. Au revoir. Au revoir.